Bonjour à tous, nous commençons cette belle émission de Tête à Clash qui s'appelle la numéro 56. Et oui, déjà. Et 4 invités prestigieux sont là. Merci messieurs. Philippe Carsanti, qui est élu à Neuilly et également éditeur. Bonjour Philippe. Bonjour. Christian Brosio, journaliste. Bonjour. Serge Federbusch, qui est candidat à la mairie de Paris, qui nous parlait de la difficulté à rassembler les 527 colistiers. Oui, enfin, on y arrivera sans difficulté majeure, mais effectivement, c'est une performance et certains candidats qui se présentent candidats aujourd'hui ne seront pas candidats parce qu'ils n'y arriveront parce qu'ils pas. leur manqueront. Hein. Ok. Très bien. Et Yves Christen, pardon. Je vais y arriver. Et vous êtes éditeur et qu'est-ce que vous êtes d'autre, chercheur? Non, c'est plutôt vous êtes écrivain, auteur oui. et chercheur. Voilà. Merci. Avec une belle carrière. Hein. Très bien. Allez, nous commençons tout de suite cette émission. Dans 2 secondes. Alors, le premier sujet, c'est Jacques Chirac. Je vous ai demandé, messieurs, si vous pensiez qu'au regard de la prestigieuse carrière de Jacques Chirac, je vous rappelle, ministre avec le général de Gaulle, Premier ministre avec VGE, Premier ministre avec François Mitterrand, quand même, 2 fois Premier ministre, président de la République, bien sûr, maire de Paris, élu en Corrèze. Est-ce que vous pensez que l'émotion populaire a été bien reflétée? Est-ce que vous pensez que les médias en ont trop fait? Est-ce que Chirac méritait autant? Ou est-ce que finalement, c'est presque pas assez? Serge Federbusch. Moi, je suis parisien, donc vous avez connu... Oui, il a été maire de Paris. Son futur successeur. Il a été maire de Paris pendant 18 ans. Ouais. Et je crois que c'était quelqu'un qui aimait sincèrement Paris. À tel point d'ailleurs, et c'était assez drôle, que quand il a été élu président, il a mis 6 mois avant de quitter son bureau et ses appartements à l'hôtel de ville pour s'installer à l'Élysée. Parce que ni lui ni Bernadette n'avaient envie d'aller s'installer à l'Élysée. Et il adorait la fonction de maire de Paris, qui lui a beaucoup plus plu, je pense, que la fonction de président de la République. D'ailleurs, il a eu des meilleurs résultats, entre guillemets, comme maire de Paris que comme président de la République. Parce que en gros, pendant 12 ans, il n'a pas fait grand-chose. Il a eu une pratique très radicale socialiste du pouvoir. Et moi, ce que je retiens de cette espèce de mobilisation médiatico-populaire, qui était peut-être plus médiatique que populaire réellement, parce qu'il n'y avait pas non plus de foule délirante devant Saint-Sulpice ou les Invalides, faut pas croire. Il y avait quand même beaucoup de monde, de gens qui ont fait la queue pendant toute la nuit, non? Il y a, au moment de la... non, moi j'y suis pas allé, mais proportionnellement à la population parisienne, même française, c'est ridicule. Ouais. Au moment du décès de même Mitterrand ou ne parlons pas de De Gaulle, c'était bien plus important. Et d'ailleurs, même chose pour les têtes d'affiche, les invités, vous voyez, prestigieux étrangers. Le seul hôte de marque réellement, c'était Poutine. Les autres, il n'y avait pas Trump, il n'y avait pas d'Américains. Quand De Gaulle est mort à Notre-Dame de Paris, si quelqu'un avait posé une bombe, il détruisait l'Organisation des Nations Unies. Il y avait pratiquement tous les chefs d'État du monde. Et donc, il y a quand même un recul. Alors, il y a une espèce de nostalgie autour des années Chirac, parce que c'était encore, on pouvait croire que la France arriverait à continuer à vivre de ses rentes, je dirais, et à vivre de manière bon enfant avec de la politique qui trahit les électeurs sans que ça ait trop de conséquences. Mais maintenant, on n'a plus envie de rigoler. Alors je conçois qu'on ait un peu de nostalgie pour ce moment-là, mais c'est vrai que ça laisse un peu sur sa faim, à la fois son existence politique, sa carrière politique a laissé les Français sur leur faim parce qu'il s'est pas passé grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, en réalité, son premier septennat, son seul septennat, ensuite c'était un quinquennat, s'est arrêté au moment des grèves de 95. Après ça, il y a eu la cohabitation avec Jospin, et puis c'était complètement terminé. Et puis c'était quand même un peu le moment où on pouvait vivre un peu au-dessus de nos moyens. Et aujourd'hui, plus ça va, moins on peut. Oui, et puis il y avait aussi une incarnation du personnage cette nostalgie du fait que c'était justement son comté à la fois un peu ratsoc. Mais qu'est-ce que vous allez en retenir, Christian, de pas grand-chose. Pas grand-chose, mais l'opposition à la guerre en Irak, le Veldiv. Alors attendez, il y a plusieurs choses. Non, en fait, c'est un homme important pour vous, à votre avis, pas très important. Mais ce qui est intéressant dans le traitement médiatique de ce tsunami médiatique autour de Chirac, c'est que ça a monopolisé quand même tous les autres sujets. Ça a cramé tous les autres pendant
3 jours. Il n'y avait plus d'autres actualités. Ça a éteint l'incendie de Rouen. Ouais, exactement. Ça a éteint l'incendie de Rouen. Qui réapparaît maintenant, mais c'est vrai. Il n'y avait plus aucune actualité internationale, il n'y avait plus rien. Bon. Alors, vous pensez que les journalistes reflètent pas une espèce d'émotion populaire ou c'était illégitime ces 3 jours de tsunami? Je pense que le tsunami était illégitime en tant que tsunami. Qu'on en parle, qu'on fasse part. Je pense qu'il y avait une certaine émotion, en effet, une certaine émotion populaire, mais qui a été quand même surjouée, je pense, par les médias, qui en ont quand même beaucoup rajouté. Cela dit, je parle là des médias, surtout audiovisuels, qui ont été quand même là un bombardement jour et nuit. Il y a eu 26 000 articles et alors, en ligne et dans la presse, 26 000 articles sur Chirac. Alors dans ces 26 000 articles, c'était absolument gigantesque. Il y a eu beaucoup de ces articles se répétaient. Il y en a eu quand même quelques-uns qui ont rappelé quand même certaines choses, les affaires, ceci, cela, sur le personnage qui était un peu doux. Le personnage sympa effectivement, mais aussi cynique. C'est le seul président qui était condamné par la justice. Voilà, et aussi cynique et un tueur politique aussi. Bon, mais ça comme beaucoup d'autres. Un traître, il a trahi Giscard. Oui, il a trahi Chaban. Oui, bien sûr. Il a fait sa carrière sur la traîtrise. Peu ont souligné en réalité que Chirac incarne, à mon avis, c'est une espèce de chaînon manquant dans l'histoire politique française. Entre quoi et quoi? Le temps où le politique pouvait avoir un certain pouvait avoir un poids sur le cours des choses, où le politique pouvait décider. Donc vous pensez à De Gaulle? Vous pensez à De Gaulle? Je pense évidemment à De Gaulle, encore à Pompidou. Ouais. Ça commence à se déliter quand même sous Giscard. Ouais. C'est-à-dire que les fondamentaux de la Ve République commencent à se déliter quand même sous Giscard, puis ensuite ça a continué. Et à partir de la fin des années 80, quand Chirac surtout est élu président de la République, c'est le moment où la globalisation libérale a en réalité absorbé le politique, et le politique. Donc c'est un président de transition entre. Oui, et après on a vu président agissant, un président impuissant. Et un président impuissant. Alors on va céder la parole à Philippe Kersanti. C'est la finance qui a pris qui a pris le pas sur le politique. Et ça, c'est un phénomène global qui dépasse la personnalité de Chirac. Bon, moi je suis totalement à contre-courant de tout. Ce que j'ai pu voir dans les médias, en fait, les Français ont fait le deuil des 30 Glorieuses, ont fait le deuil de leur jeunesse, on a revu passer notre jeunesse, on se dit on était bien quand on avait 20 ans, on était bien quand on avait 30 ans, on était bien à l'époque où il était là. Mais lui, c'est un désastre politique, c'est un homme qui a fait venir François Mitterrand, en 1981, qui a aussi empêché Jacques Chaban-Delmas d'être élu en 74. C'est quelqu'un qui ensuite a eu une attitude, rappelez-vous simplement des actes internationaux de Jacques Chirac, contrairement à tout ce qui a été dit, qui sont catastrophiques. C'est lui qui a vendu une centrale nucléaire à Saddam Hussein dans les années 60, en 75. Et heureusement c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que si. Je pense que si Saddam Hussein avait eu l'arme atomique dans les années 80, je pense qu'on aurait été beaucoup plus mal. Donc je pense que c'est un désastre absolu, ce qu'il a pu faire là-dessus. Son opposition à la guerre en Irak, c'était simplement le résultat de la corruption. Ça a été encore révélé hier dans la presse anglaise. Corruption de quel ordre? Il a touché 5 millions de livres. J'entends ça. Regarde, c'est parce que la presse française n'en parle pas. Oui. Il a touché 5 millions de livres sterling de Saddam Hussein perso pour s'opposer à la guerre en Irak. Ce qui était un désastre et qui a été un désastre. Sur son discours du Veldiv, qui était une manipulation cynique, et il l'a dit très clairement en privé ensuite, c'était pour en gros que les Juifs le calment. Ensuite, il a pu avoir sa politique pro-arabe, pro-terroriste. C'était quand même la première fois qu'un chef de l'État reconnaissait... Pro-arabe, pro-terroriste, c'est-à-dire... Soutenir Yasser Arafat, soutenir Bachar Hafez al-Assad, soutenir tous les chefs du terrorisme international, tous les gens qui ont fait sauter des bombes dans Paris pendant des années et des années, et dans le monde entier. C'est là été la politique de Chirac qui s'est couché devant tous ces dictateurs. Je vous ai laissé parler, vous allez me laisser parler maintenant. Si vous voulez soutenir les terroristes, c'est votre choix. En tout cas... arrêter de traiter des terroristes... Yasser Arafat, c'est pas un chef terroriste ? Non.
D'accord, Non, bon, écoutez, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être antisémite, c'est votre problème. Non, je suis pas antisémite. Non, mais excusez-moi, Yasser Arafat, qui est quand même le plus grand tueur de juifs, qui est le plus grand, qui a tué qui a fait tuer des... Menahem Begin, il n'était pas terroriste? Non, il n'était pas terroriste, monsieur. Ah bon, quand il a fait sauter le bon. T'as le droit d'inviter... Vous avez le droit d'inviter des antisémites, mais bon, il y a un moment donné, il faut savoir qui en a à table. Philippe, l'insulte n'est pas de mise ici. J'entends des conneries. Menahem Begin a été traité, c'est la vérité, de terroriste par les Anglais. Non, Menahem Begin a lutté contre l'armée anglaise. Il n'a jamais attaqué les civils anglais. C'est une réalité. Donc il a été traité de terroriste. Non, mais il a été traité. Mais en revanche, Yasser Arafat a fait sauter des bombes partout dans le monde, a fait sauter des bombes en France, a fait tuer des gens en Italie, en France, en Ukraine. Je crois qu'il y a une... Non, mais attends, pour vous, Philippe, il n'y a rien à sauver des 12 ans de Jacques Chirac. Non, c'est pas seulement des 12 ans, de toute la carrière de Jacques Chirac. C'est un désastre, tant pour ce qui concerne Jacques Chaban-Delmas, pour ce qui concerne ensuite... C'était quand même mieux d'avoir Giscard que d'avoir Mitterrand. Et donc, pourquoi la presse lui tresse des louanges? C'est parce que c'était un homme de gauche qui a fait venir Mitterrand et qui a fait la gauche et qui a même fait ensuite venir Jospin avec sa cohabitation. C'est un type qui a particulièrement... sur la scène nationale, travailler à gauche, mais je voudrais juste revenir sur un truc très important sur la guerre en Irak, parce que c'est quand même quelque chose de très important, où on entend des choses incroyables. Regardez tous les rapports de renseignement de l'époque qui disaient clairement que Saddam Hussein était prêt à lâcher le pouvoir avant la guerre de George Bush fils. Et simplement, ça a été expliqué très clairement, que si la guerre a eu lieu, c'est uniquement parce qu'il y a eu cette mobilisation de Chirac et des masses complètement, des idiots utiles de Saddam Hussein qui sont allés manifester dans la rue. Et il s'est dit, les Américains n'oseront jamais faire la guerre parce qu'on a non seulement la France qui est opposée à cette guerre, et ensuite les masses. Et c'était une grossière erreur d'analyse. De la part de Saddam Hussein. Oui, mais simplement, si Chirac n'avait pas joué ce jeu et n'avait pas touché ces 5 millions de livres, et je vous invite à aller voir sur la presse anglaise ce qui a été révélé par le chef des services anglais, eh bien, on n'aurait pas eu cette guerre et on serait débarrassé de Saddam Hussein. Je crois qu'il y a une autre dimension. Vous êtes si sévère avec Jacques Chirac ou c'est autre chose. La question que vous avez posée sur la presse en a-t-elle trop fait, est intéressante en soi. D'une certaine manière, on peut considérer que la mort d'un chef d'État, quelles que soient les idées que l'on ait sur ce chef d'État, et je crois que beaucoup d'entre nous serions critiques à l'égard de ce chef d'État, à des degrés divers et pour des raisons d'ailleurs diverses et opposées éventuellement. Il y a une autre question on peut imaginer qu'il n'est pas illégitime qu'à l'occasion de la mort d'un chef d'État, d'un roi ou d'un prince, tout ce que l'on veut, il y a une sorte de cohésion nationale, que ce soit une raison de faire une cohésion nationale. Le problème a été, dans ce cas particulier, que du fait de la famille Chirac, il y a eu une opposition à ce que les représentants du parti le plus important de France aujourd'hui, à tort ou à raison, aient été exclus. Ce qui Là, fait vous parlez de l'absence de Marine Le Pen. Ce qui fait que c'est pas du tout une question de savoir si Marine Le Pen est sympathique ou pas sympathique. C'est simplement le fait qu'elle représente aujourd'hui plusieurs millions de Français et qu'elle est le premier parti de France selon les dernières élections. Oui. Donc dès lors qu'on exclut le parti le plus important du pays à ce jour, on ne peut plus dire que c'est un élément de cohésion nationale. Donc il y a une forme de contradiction qui est intéressante à voir, qui fait que ça ne pouvait plus apparaître totalement comme étant une sorte de grand-messe dans laquelle les Français pleurent ensemble. J'ai pas vérifié, puisque tous les députés étaient conviés à ces obsèques, si les députés du Front National ou du Rassemblement National n'y étaient... Marine Le Pen a dit qu'elle n'irait pas, en tout cas, compte tenu de la situation. Alors, pour revenir sur Chirac, moi je crois que... Bon, gauche, droite, je crois qu'il s'en moquait un petit peu. Je crois que surtout, il s'est lancé dans l'opération, et à mon sens, on ne l'a pas suffisamment dit, d'opposition à Bush fils en moment de la deuxième guerre d'Irak pour des raisons de politique intérieure. C'est-à-dire qu'il avait été quand même élu par les voix de gauche en 2002. Faut pas l'oublier, contre Le Pen au deuxième tour. Et il a cherché à trouver une espèce de légitimité, de se mettre au-dessus des clivages gauche-droite, et il a trouvé cette espèce de terrain comme un moyen de se faire définitivement accepter par la gauche qui elle-même était très radicalement contre l'intervention américaine. Mais vous ne croyez pas que s'il avait voulu faire ça, il aurait fait un gouvernement d'union nationale? Il avait été élu en 2002 avec 82% contre Jean-Marie Le Pen, avec 82% des voix. Il aurait pu absolument pas. Bien sûr, il aurait pu faire la gauche. Il aurait pu faire l'ouverture qu'a fait Sarkozy, qui était ridicule en 2007. Ou un gouvernement d'union nationale. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais en 2002, la gauche ne serait pas venue, le Parti socialiste ne serait
pas venu en fait au gouvernement, dans un gouvernement nommé par Chirac, avec à la tête ça je ne crois pas. Ça je suis pas d'accord. Ah si, non, ils ne seraient pas venus. Même s'ils n'étaient pas venus, ils avaient été traumatisés par le 21 avril. Pour eux, c'était comme une perte de pucelage. Pratiquement, je ne crois pas. L'idée de mettre un bulletin Chirac dans l'urne, ça avait été un traumatisme pour beaucoup d'entre eux. Tous les bonnets sont allés voter Chirac. Ils seraient venus à la soupe comme ils sont allés en 2007 avec Sarkozy. Non, pas du tout. On aurait eu des couvertures, ils ont espéré recréer, redonner, rebâtir le Parti socialiste qui avait été ébranlé par le fait d'avoir à soutenir Chirac au deuxième tour face à Le Pen. Il ne serait pas venu, aucun des vrais leaders ne serait venu dans un gouvernement que Chirac aurait rassemblé autour de lui. Yves Christen, vous m'avez surpris parce que vous vous êtes arrêté sur cet événement, c'est-à-dire l'exclusion de Marine Le Pen aux obsèques, mais vous n'avez pas donné votre opinion sur Chirac l'homme et sur sans doute son importance dans l'histoire. Je crois qu'il est difficile de trouver de grande importance à Chirac, sauf pour l'histoire de la guerre d'Irak, où quand même ça a été un des derniers moments dans lequel les dirigeants français ont pris une position qui ne soit pas un alignement par rapport aux États-Unis. C'est la dernière position gaulliste d'un dirigeant français, quoi, en gros. Hein. Est-ce que Chirac l'a voulu? Est-ce que c'est plutôt Villepin qui s'est laissé emporter en faisant un discours formidable aux États-Unis? Ça, je n'en sais rien. De même que j'ignore tout des histoires, évidemment. Mais tapez le Daily, je crois que c'est le Daily Telegraph en Angleterre, qui sort les révélations du chef des services secrets anglais qui révèle les 5 millions de livres que Chirac a touché. Ce que disent les journaux, moi, vous savez, c'est fait longtemps que je ne le crois plus. Ce ne sont pas les journaux, c'est le chef des services anglais. On attend le démenti. Mais alors, dans l'histoire... Même si, imaginons que Chirac ait été corrompu à cette occasion, ce qui n'est pas neutre, toujours été. La question, c'est dans l'histoire, c'est pas ça qui reste. Je voudrais juste rappeler quand même que Jacques Chirac, après avoir quitté l'Élysée, où il est allé vivre, chez Rafik Hariri, qui était quand même encore un chef d'État assez étonnant. Là, vous abordez, Philippe, le fait que Chirac a toujours vécu dans des palais. Non, je dis simplement que Chirac a toujours reçu il a reçu la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire que la corruption de Chirac, elle est pendant son mandat et post-mandat. Il faut dépasser la question de la valeur morale de la personnalité de Chirac. On peut en discuter et je pense que d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques, peut-être la quasi-totalité des dernières décennies, ont été sinon corrompus, du moins ont accepté des choses un peu bizarres sur le plan financier. Bon, y compris des gens aussi sérieux, paraît-il, que Raymond Barre, etc. Bon, et j'ignore tout de ce qui est vrai ou pas vrai. Je crois qu'il faut dépasser la question de la valeur morale. C'est pas ça qui a l'histoire, en fait. Et dans l'histoire de la guerre d'Irak, je crois que ce qui est important, c'est le fait d'avoir adopté une position de type gaulliste qui ne correspond pas ni à la personnalité de Chirac pour le reste de sa vie, encore moins à celle de ses successeurs d'ailleurs, mais ça a été une résurgence, peut-être par hasard, d'ailleurs pour des raisons diverses, peut-être même pour des raisons telles que les évoque Philippe Carcenti, je n'en sais rien. Et c'est ça quand même qui va rester. Mais peut-être aussi que, juste une des choses dont on dit qui a motivé la position de Chirac, c'est qu'il avait le pressentiment que ça créerait un désordre pour 30 ans au Moyen-Orient. Est-ce que finalement, on ne peut pas se rendre compte, en remoulinant sa position, qu'il avait profondément raison? Non, parce que s'il y avait pas eu la guerre, parce qu'on aurait pu se débarrasser de Saddam Hussein sans la guerre en Irak, et c'est ce qui était proposé à l'époque à Saddam Hussein, qui avait été accepté par les Russes, et il était prévu qu'il aille s'exfiltrer en Russie, et on aurait pu avoir un Moyen-Orient beaucoup plus pacifique. Vous allez dans le désordre. Non, éviter la guerre, oui, éviter la guerre, oui, mais en fait, c'est l'obsession de Chirac de soutenir Saddam Hussein qui a conduit Saddam Hussein à refuser de se retirer. Il y avait de très bons articles à l'époque dans le Figaro qui expliquaient très clairement comment Saddam Hussein était sur le point de céder. Enfin, ce n'est pas. Bon, ça, je suis pas sûr que ça aurait été vraiment le cas. Ça n'aurait pas résolu la question du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, comme on disait De Gaulle, vers l'Orient compliqué, il faut voler avec des idées simples. Ça a toujours été le désordre et le chaos. Il n'y a pas vraiment d'État au Moyen-Orient. Les seuls États constitués et construits, c'est l'État turc, l'État égyptien. Enfin, dans le monde, je dirais arabe, entre guillemets, parce que les Turcs sont pas arabes. Enfin, dans le monde, non. À part l'État hébreu, à part Israël, il y a les deux seuls vrais États. Il y a l'Iran aussi qui est à côté. Les deux seuls vrais États, effectivement, c'est les États ancestraux, c'est-à-dire l'Égypte, la Perse, et puis la Sublime Porte. Et le reste, c'est quand même, il n'y a pas de structure étatique. Ce sont des clans. Mais ce sont aussi des créations post-coloniales. Des clans, les Alaouites, qui ont, en fait, accès à des pouvoirs politiques, c'est tout. Et donc,
qu'il y a une espèce de fragilité endémique qui fait que quand on y... Bon, on a beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que Chirac a toujours eu des relations suspectes, ça pour le coup, avec Saddam Hussein. Ça remonte au moment d'Osirak, vous voyez, c'est-à-dire justement le réacteur nucléaire. Et avec Hafez al-Assad et avec tous les dictateurs de la région. Est-ce que quelqu'un l'avait rencontré, Chirac, autour de cette table? Moi, je l'ai vu une fois. Ouais. Vous l'avez vu une fois? Ouais. Oui, moi, c'est pas grand-chose. Ok. Parce que humainement... Moi je l'ai vu, mais il m'a pas vu. Comme journaliste, mais okay. J'ai eu l'occasion de le voir comme journaliste. Mais humainement, il paraît que c'était une personne intéressante, très chaleureuse, il était sympa. Il était extrêmement sympa. Il était direct, surtout. Très attentionné. Oui. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut regretter actuellement? L'humanité. Non, mais oui, c'est ça. Alors l'humanité, c'est ce que j'allais vous dire. Ça explique sans doute en partie la nostalgie des Français. Voilà, c'est à ça que je veux en venir. C'est que ça a été le dernier, quoi qu'on pense par ailleurs de sa politique, de sa corruption, de tout le reste. Ouais. Ça a été le dernier homme politique qui avait une humanité avec les côtés positifs de l'humanité et les côtés négatifs. Un Daladi charismatique. Voilà, c'est drôle comme ça. Oui. D'une certaine manière, il avait une forme de cohérence. C'est-à-dire qu'il y a un vrai recul de l'importance et de la puissance de la France pour tout un tas de raisons, et d'abord et avant tout économique. Bon, mais on a des gens qui soit s'agitent, soit se poussent du col, soit sont méprisants, soit sont distants, et qui n'accordent pas finalement leur comportement à la réalité du chef de l'État en France, c'est-à-dire qu'il règne, il est le premier dans son pays, mais son pays, hélas, recule et n'est plus grand-chose sur la scène internationale. Au moins Chirac, d'une certaine manière, il était sans doute populaire parce que il la ramenait pas trop, c'est-à-dire que, bon, il tenait compte, dans le fond, du fait que la présidence de la République française aujourd'hui n'est plus du tout celle de De Gaulle, qui pouvait dire à Nixon ou à d'autres ou à Mao, qui pouvait leur tenir tête. Oui, parce qu'il avait la puissance de l'histoire. Il avait rencontré Staline et Roosevelt. Il n'y a pas que ça, parce que mais parce qu'aussi économiquement, la France au début des années 60, ça pesait largement tant que l'Allemagne, surtout qu'elle était divisée en deux. Ouais, bon, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Il faut reconnaître que Chirac avait quand même, en tant que personne, avait encore une certaine allure. Bon, et globalement, ça a diminué au fil des temps, et c'est sûr que Sarkozy et Hollande ont beaucoup fait pour diminuer la prestance du chef de l'État dans un contexte international. D'ailleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Macron serait peut-être en train de revenir. Je pense d'ailleurs que beaucoup de gens, notamment de droite, voire d'extrême droite, ont voté Macron parce qu'ils ont estimé qu'en tant qu'allure, notamment par rapport à son adversaire, Madame Le Pen, et notamment à la suite du fameux débat, que d'un côté, il y avait quelqu'un qui, quoi qu'on en pense, avait une certaine allure et donc pouvait discuter avec Madame Merkel, avec Trump, avec Poutine, et de l'autre côté, il n'y avait pas quelqu'un qui avait la même allure. Et je crois que Chirac, pour beaucoup de Français, il avait cette allure. D'ailleurs, les Allemands n'étaient pas là aux obsèques de Chirac. Enfin, il n'y avait aucun... On aurait pu penser que Merkel ferait le voyage. Oui. Bon, et il n'y avait pas Merkel, il n'y avait pas Trump. Enfin, vous voyez, c'est pour ça qu'on peut dire, effectivement, qu'il y a eu quand même une espèce d'emphase sur cet événement, emphase purement franco-française, qui n'a pas du tout... Je voudrais juste aussi rappeler qu'on nous bassine soi-disant sur sa culture et sur son amour des arts premiers. Oui. Moi, je rappelle simplement la grotte d'Ouvéa, le massacre. À l'époque, quand il a voulu se faire élire président en 2008 face à Mitterrand, quand il a fait massacrer Nagoya, donc son amour soi-disant des cultures indigènes, etc., c'est totalement grotesque. Enfin, je dis, pour moi, c'est une escroquerie. Chirac est une escroquerie intellectuelle et politique. Pourtant, nombreux sont elle est réelle, sur sa connaissance encyclopédique des cultures asiatiques, africaines, asiatiques surtout, ce qui est assez peu répandu. Il a montré son amour à la grotte d'Ouvéa en faisant massacrer les géants pour son élection. Ça montre le cynisme de ce président. On peut très bien imaginer que quoi qu'on parle de Chirac, il ait pu avoir une certaine connaissance. Je ne crois pas que c'était une très grande connaissance au sens universitaire du terme, mais qu'il ait eu une certaine connaissance d'art asiatique, c'est possible. Ça n'interfère d'ailleurs pas du tout avec son rôle politique. Je pensais, pour vous dire, Philippe, vous m'avez surpris en ne sauvant pas au moins l'intervention du Veldiv. Non, parce que c'était un événement qui était presque un tabou. Mais non, reconnaître la responsabilité de l'État français. C'était une évidence. C'était une évidence. Mais le problème, c'est qu'on avait, excusez-moi de le rappeler quand même, parce qu'on oublie encore une fois, parce qu'on a des quais François Mitterrand, on a des bibliothèques François Mitterrand, qu'on avait un président qui l'a précédé, qui était un collaborateur, qui a été décoré de la Francisque. Donc voilà ce qu'on parle de Mitterrand. Non mais d'accord, mais donc le problème de ce qu'on a eu. On a eu avant Giscard d'Estaing, qui a eu comme ministre Papon, qui était quand même un collaborateur des nazis aussi. Donc on a un vrai problème avec l'histoire. Lui, il a simplement dit une évidence, mais je pense que dans son
son état d'esprit, et c'était une façon pour lui de solder des comptes, entre guillemets, avec les Juifs. Et on a très bien vu ensuite, encore une fois, et j'insiste bien, son soutien des chefs terroristes à l'étranger, que ce soit Arafat ou d'autres. On a bien vu qu'en fait, c'était une façon pour lui cynique de solder des comptes avec la communauté juive, qu'il avait beaucoup soutenu en 95. Sur le Veldiv, j'ai été frappé d'entendre à la radio M. Badinter, qui, bien sûr, approuvait globalement la déclaration de Veldiv, mais était quand même critique parce qu'il trouvait que Chirac, peut-être parce que Badinter avait été ministre de Mitterrand, que Chirac s'était mal comporté parce qu'il avait attaqué la France et non pas le régime de Pétain, non pas Vichy. Ça avait choqué Badinter, et je crois que c'est quand même un événement assez intéressant, peut-être parce que Badinter avait été ministre de Mitterrand. Quelle crédibilité c'est pas la même chose d'attaquer la France quand il a été le serviteur de Mitterrand, alors qu'on savait qu'il a dit la même chose que vous. Mettons à part. Oui, mettons à part le rôle de Badinter, c'était un démago. Il cherchait à arroser de sa démagogie, arroser de sa démagogie toutes les catégories possibles de la population française, les Arabes, les Juifs, les trucs, les machins. On est d'accord. Et donc voilà, c'est ça l'explication finale de ces positionnements successifs, c'est tout. Ok, on va en rester là. Bien, on se retrouve dans quelques secondes. Merci d'avoir assassiné Chirac. Rebonjour. Le sujet suivant, c'est la renaissance de la droite. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie que nous parlions de ça ? Un événement ce week-end, c'était une convention de la droite organisée par des amis de Marion Maréchal. Et là, on a vu la théorie, ou en tout cas ce qu'aimerait Marion Maréchal, c'est-à-dire une union des droites, assez peu en action à ce moment-là, mais on peut dire que c'est un début, s'opposer à la pratique et la théorie de Marine Le Pen, qui est « nous enjambons le clivage gauche-droite pour opposer un nouveau clivage qui est, en gros, les mondialistes et les nationalistes ». Moi, je voudrais vous demander votre opinion. Est-ce que vous pensez qu'une de ces deux possibilités est gagnante, ou est-ce qu'elles sont toutes les deux dans l'impasse ? Christian Brosio. Je serais plutôt de l'avis de Marine Le Pen. Sur ce sujet. L'alliance des droites vous semble difficile ? Non, mais l'alliance des droites, je pourrais renvoyer, il y a un jour ou deux, Alain de Benoît a fait un entretien sur le site Boulevard Voltaire, un site ami. Nous avons régulièrement sa rédaction. Où il rappelle que l'histoire de l'union des droites, c'est un vieux serpent de mer, et que c'est en fait une calembredaine, comme l'union des gauches d'ailleurs, qui, on le voit bien aujourd'hui. Oui, mais elle a fonctionné à un moment, l'union des gauches. Elle a fonctionné. Elle a permis à François Mitterrand d'arriver au pouvoir. Elle a fonctionné. Ce qui n'était pas pour rien. Non, mais elle a fonctionné. Il a réussi à sauter le pas justement de l'anathème et du tabou de l'union avec le Parti communiste. Pendant quelques années, suffisamment pour être au pouvoir presque 20 ans. Oui. Mais la configuration n'était pas la même qu'aujourd'hui. Détricoter complètement le programme de la gauche, puisqu'il s'est rallié au néolibéralisme et qu'on a. Je crois que la configuration est très différente aujourd'hui. C'est des analyses. Je crois que les grands clivages ne sont plus de l'ordre de droite et de gauche, premièrement. Et deuxièmement, il y a presque un problème de mathématiques. C'est que tout de même, dans ce qu'on appelle habituellement la droite, en gros, les gens qui ont voté pour Fillon au présidentiel, ils sont pour les 2/3 ou pour la moitié partis chez Macron. Ils ne vont pas revenir. Ils peuvent parfourment revenir. Tout est possible en politique. Bien sûr. Mais je ne crois pas qu'ils Macron n'existait pas il y a 5 ans. Dans 5 ans, il existera donc je veux dire par là que le pourcentage de voix qui peuvent être récupérées dans une perspective de Marion Maréchal, qui est une perspective d'élargissement du rassemblement du RN, si vous voulez. Le pourcentage de voix récupérables à droite, si on en juge par les européennes... 8,5%, François. C'est quand même assez petit, tout de même. D'autant plus qu'ils ne partiraient pas tous. Alors, ceci dit, ce que dit Serge est exact. En politique, il peut se passer des tas de choses et toutes les prévisions qu'on fait se révèlent en règle générale fausses. Donc, de toute façon, on pourrait aussi... Ce qui serait logique, ce serait que du point de vue de l'ex-UMP, de quelque manière qu'on l'appelle, ils fassent le même raisonnement que moi, mais à l'envers, en se disant que s'ils veulent
augmenter leur petit, ce qui est devenu presque un groupuscule, comme le Parti Socialiste d'ailleurs, eh ben, où est-ce qu'on se trouve le réservoir des voix? Il se retrouve du côté du Front National. Oui. Hein. Mais ça s'est évoqué. Donc, de ce point de vue-là... C'était Sarkozy, surtout. C'était Sarkozy, oui, mais la différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui... À l'époque, le LR était pas si vous êtes au LR et que vous voulez récupérer les voix du Front National, la meilleure stratégie, de toute évidence, serait de nommer Marion Maréchal. Parce que c'est la seule personne qui peut raisonnablement faire revenir au LR des voix du Rassemblement national. Par parenthèse, ça pourrait être avantageux pour le Rassemblement national, dans la mesure où ça ferait baisser Marine Le Pen, mais ça ferait augmenter un parti qui pourrait effectivement devenir un parti allié dans une perspective de deuxième tour. Hein. Mais je crois guère à cette hypothèse. Ok, allez, Philippe Carsanti. Alors, je penche naturellement pour Marion Maréchal Le Pen plus que Marine Le Pen. Naturellement? Pourquoi naturellement? Parce que Marine Le Pen n'est pas de droite, c'est tout. Marine Le Pen n'est absolument pas de droite. Elle a une position économique qui est totalement plus proche de Mélenchon. Plus étatiste, plus interventionniste. Plus interventionniste, et je dirais de gauche. Donc, si on veut vraiment une droite libérale, je dirais un peu à la Madeleine, c'est Macron, ça. Ça s'appelle Macron. Non, ça s'appelle pas Macron. Ah oui, Macron, il est pas libéral. Ça s'appelle pas Faut Macron. arrêter de dire que Macron est libéral. Tout le monde est libéral par rapport, c'est sûr, aux communistes qu'on a eu avant. C'est-à-dire que par rapport à Mitterrand, par rapport à Hollande, et même par rapport à certains... Hollande était communiste, oui, d'après vous? Non. Enfin, et par rapport à Nicolas Sarkozy, par rapport à la politique fiscale de Nicolas Sarkozy, c'est sûr que Macron passe pour un libéral. Il n'est pas socialiste, Macron. Il n'est pas socialiste, il n'est pas conservateur, il est libéral. La gauche, il va falloir que j'intervienne dans ça. On va laisser Philippe, beaucoup de bêtises. Serge, on va laisser Philippe finir. Une vraie droite libérale telle que Madeleine, oui, ça pourrait être construit autour de quelqu'un comme Marion Maréchal. Et là, on aurait une chance, enfin, de réveiller les gens de droite qui sont partis chez Macron. Tout simplement pourquoi? Parce que, en gros, le bourgeois, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Macron, il était plus sympa au niveau des impôts. Ok? Mais en revanche, le bourgeois et celui qui reste de droite, il a observé aussi que Macron était catastrophique pour tout ce qui concerne les sujets de société, les sujets d'immigration, les sujets d'islam et ces choses-là. C'est pas le libéralisme, ça. Bon, alors, je veux dire, les sujets de société, autant ils ont pu mobiliser, et on va parler du mariage pour tous en leur temps, là on voit bien que la PMA est en train de passer avec dans un silence fracassant. Donc, autrement dit, il n'y a pas... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça prend pas. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans toute la mélasse macronienne. Il y a aussi et j'insiste là-dessus vraiment, sur tout ce qui se passe au niveau de l'immigration, d'islamisation. Et c'est là-dessus où je pense que Marion Maréchal a quelque chose à dire. Le discours de Zemmour qui a été critiqué partout était, excusez-moi, je l'ai regardé de la première à la dernière minute. Il n'y a rien qui m'a choqué. Il a dit des choses sur lesquelles je suis d'accord, des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais il a dit des choses, ce qui est quand même très incroyable. Est-ce que c'est suffisant, Philippe, pour avoir un socle assez large? Alors, un socle, attendez, non, ça s'appelle une graine. Qualifié au deuxième tour d'une élection présidentielle. Ça s'appelle une graine. Ils ont posé une graine. Ils ont posé une graine. On va voir. Ce qu'a très bien dit aussi Robert Ménard, c'est que c'est bien, vous avez de belles idées, mais qui va au combat? Qui va aux élections? Personne. Donc, je vous remercie, cher ami. Venez nous rejoindre. Serge, ok. Donc vous avez dit que Philippe Carsanti avait dit beaucoup de bêtises. Alors c'est quoi? Moi, beaucoup de bêtises. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Par exemple, dire que les choses sont plus complexes que ça. Dire que Sarkozy n'a pas eu une politique libérale en matière fiscale, c'est faux. Il a baissé les droits de mutation, qui était quelque chose d'important. Dire que Macron est un libéral, c'est complètement faux. Macron, c'est le jouet de 5 ou 6 oligarques qui l'ont mis au pouvoir pour leur renvoyer l'ascenseur, et la suppression de l'ISF qui plaît, c'est vrai, pas mal à Neuilly et dans le 16e arrondissement. En réalité, ce sont des naïfs et des benets, tous les gens qui votent pour Macron, parce que la suppression de l'ISF, c'est extrêmement concentré sur les 5 ou 10 gugus qui ont mis Macron au pouvoir. C'est ça. Donc, il faut sortir de l'idéologie. Moi, je crois que en tout cas des faux semblants, je crois que la politique, c'est agrégatif. D'accord, je dirais à la limite que je suis pour l'union des droites et de ceux qui ne sont ni de droite ni de gauche. Il faut commencer par, vous voyez, par un noyau. Bon, c'est ce que faisait Mitterrand d'une certaine manière. Hein. Il a rassemblé d'abord le Parti socialiste, en créant le Parti socialiste, tout cet émiettement, toute cette nébuleuse, la SFIO. En n'étant lui-même pas adhérent du Parti socialiste, c'était assez extraordinaire. Il a créé le Parti socialiste. Mais il a pris la tête de ce Parti socialiste. Ouais. Bon, il a lancé ça, et ensuite il a fait l'union de la gauche. Et c'est comme ça, c'est par cercle concentrique qu'on procède en politique et qu'on peut un jour être 50% plus 1.
Donc vous pensez que c'est le début de la longue marche de Marion Maréchal? Il n'y a pas cet acte de convention. Ça peut l'être. Je ne sais pas si ça sera Marion Maréchal ou pas. Là, elle a dit qu'elle n'était pas candidate. Ouais, elle a 29 ans. En 2022. Le problème, c'est que 2022 plus 5, 2027, enfin, ça va faire quand même assez loin. Et ce qui se passera dans 7 ans, replacez-vous il y a 7 ans, mais le paysage politique était radicalement différent. Et les choses vont s'accélérant. Un jour ou l'autre, il va y avoir une crise sur les marchés financiers qui va emporter tout le système de pyramide de Ponzi des banques centrales sur laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, toutes les cartes seront rebattues. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut... la France est menacée par un certain nombre de périls. Le péril, c'est la désindustrialisation et la paupérisation du peuple. Le péril, c'est effectivement une immigration qui se communautarise grâce à l'islam et qui devient de plus en plus par poche incontrôlable et qui a une forme d'hostilité à la République et aux valeurs françaises, aux valeurs fondamentales. Voilà, ça, ce sont des périls. Le péril, c'est l'incapacité de la France à réformer sa chose publique et son État, parce que Macron, il ne fait aucune réforme réelle du secteur public. Vous savez que l'État vient d'annoncer qu'en 2020, il y allait avoir une grande politique de meilleure organisation des services publics qui va se traduire par 47 suppressions d'emplois dans la fonction publique sur 2 500 000. Et une année record en termes d'emprunt. Les anglo-saxons disent bullshit, c'est du baratin, Macron. À tout point de vue. Les seules réalités, c'est le soutien des oligarques et l'ouverture des frontières, parce qu'ils n'aiment pas le peuple français. Ça s'appelle le libéralisme. C'est Macron. Ma question, c'est l'ouverture des frontières. L'ouverture des frontières. On va remettre l'église aux immigrés. Serge, on va remettre l'église au centre du village. Ma question, c'est... Bientôt, on parlera de la mosquée. Il y a deux théories qui s'affrontent. Il y a l'union des droites, Marion Maréchal, et il y a enjambons la droite pour être sur deux forces qui s'opposent, les mondialistes et les autres, on va dire, et les... Ça s'oppose j'allais dire les localistes, les nationalistes. Est-ce que c'est pertinent? En tant qu'élu LR, c'est un truc de journaliste. Non, pour moi, en tant qu'élu LR, il y a quelque chose qui m'embête aussi. C'est que je dirais... Je suis pas journaliste, j'ai pas d'insulte. En tant qu'élu LR, ce qui m'embête, c'est de voir qu'aucun élu important LR y était. Personne. Les gens LR ont déserté de peur d'être associés à Marion Maréchal. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que le cordon sanitaire, entre guillemets, qui a été créé autour d'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, ensuite de Marine Le Pen, est en train de se refaire autour de Marion Maréchal. Et c'est un vrai problème. La droite ne pourra pas reprendre la tête de ce pays si on fait à chaque fois, on a des anathèmes contre ces personnes-là. Marion Maréchal, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Yves, est-ce que vous avez... Merci Philippe. Est-ce que vous avez suivi cette convention? Je ne l'ai pas très bien suivi. La seule chose, j'ai trouvé par contre remarquable ce qu'a dit Enthoven, qui était l'homme de gauche invité, qui était l'animateur des débats. Je pense qu'effectivement son analyse est globalement juste sur le fait que il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas d'avenir de l'union de la droite. Je crois que la confusion vient autour de cette table du fait que pour beaucoup de gens qui se disent de droite, ces gens-là qui sont fondamentalement hostiles à l'immigration, et ils ont l'impression que la lutte contre l'immigration, c'est la lutte du point de vue de droite. Je crois que c'est vrai que globalement, il y a plus d'opposition à l'immigration à droite qu'il n'y en a à gauche. Mais sauf que les dirigeants de droite, eux, sont pareil que les dirigeants de gauche de ce point de vue-là. Mais je crois que tout ça est en train de changer. Et d'ailleurs, que diriez-vous, vous qui êtes axé sur l'immigration, des électeurs de gauche qui diraient on est aussi très hostile à l'immigration. Alors, vous voulez les avoir avec vous? Vous voulez les avoir avec Macron ou avec le PS? Je vais vous répondre. Je pense que vous faites que totalement fausse route, comme Enthoven d'ailleurs. Parce que c'est pas simplement la question de l'immigration ou de l'islam, c'est plutôt la question des deux. Et puis croire que ça va, qu'on n'arrivera pas à gagner les opinions sur ce thème-là, je pense que vous faites une erreur grave. Ah non, mais je crois que parce que toutes les semaines, et de plus en plus, il y aura des affaires de Burkini. Toutes les semaines, et de plus en plus, il y aura des gens qui se feront égorger. Toutes les semaines, et de plus en plus, la cohabitation avec les musulmans qui se durcissent et se communautarisent en France se durcira dans les années qui viennent. Et donc, en réalité, ce sujet qui est déjà de plus en plus clivant, parce qu'il n'y a pas une seule famille française dans son fort intérieur, et quand les portes sont fermées, où il n'est pas abordé, pas une seule, sinon ça serait mentir de dire le contraire, d'accord? Eh bien, ce sujet deviendra de plus en plus prégnant, c'est de toute façon quelque chose
chose qui va être le vrai facteur clivant. Alors, bon, ok. tôt ou tard. Serge, juste un mot, parce que justement, un certain nombre d'analyses après l'intervention de Zemmour et après cette convention disaient, en gros, c'est une convention qui n'était qu'islamophobe. Alors, je sais que le mot en lui-même est polémique. Mais est-ce que vous pensez que cette opinion-là est suffisante pour créer un socle d'électeurs motivés pour vous porter au pouvoir? Aujourd'hui, elle ne l'est pas. D'accord, mais ça va devenir de plus en plus. Est-ce que c'est suffisant parce que mais rien n'est suffisant. La problématique, c'est pas d'être contre, c'est de proposer un autre projet. Bien sûr. C'est ça, c'est comme ça qu'on fera plus que 50%. C'est arriver avec un autre projet. Et aujourd'hui, le problème, c'est que Macron a vraiment fait atomiser le monde politique français et que pour l'instant, la droite est vraiment éparpillée façon puzzle et qu'on n'a absolument plus personne pour la faire. Si on a Christian Jacob qui prend la tête de LR, on est foutu parce qu'on repart pour du Chirac. Ouais. Christian Jacob, c'est du Chirac. Mais c'est quand même troublant qu'il prend la tête de LR avec 5%, c'est qu'il va finir par disparaître. Donc je veux dire que le problème du LR, ça va être de savoir si il est clair que les dirigeants, les élus LR, ils veulent garder leur prébande, leur fromage, leur circonscription, que sais-je. Mais s'il n'y a plus d'électeurs, ils vont aussi disparaître. Bah oui. Donc, je crois qu'ils ne sont pas. Le problème de LR, c'est qu'aujourd'hui, chez LR, le problème de LR est simple. Aujourd'hui, chez LR, il n'y a pas un François Mitterrand LR, l'équivalent. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit, les petits gars, désormais, cette digue artificielle, cette espèce de diabolisation et de sortilège mitterrandien lancé contre la droite dans les années 80 par, justement, le fait de faire monter au départ le Front National pour pouvoir fracturer la droite, personne n'est capable chez LR de dire il faut que ça soit terminé. Vous pensez que Marion Maréchal n'a pas la patience? Je parle des LR, là. Je parle des LR. Aucun chez eux. Hein, il faudrait que parmi les trois, on n'en sait rien. Il faudrait que parmi les trois impétrants, là, mais si on le voit bien, ni Larrivé, ni comment s'appelle-t-il, Aubert, ni alors évidemment Jacob. Je lis les messages de Aubert, il a l'air un peu plus punchy. Oui, mais mais attendez, Mitterrand. D'accord, il était extrêmement clair sur le sujet. Il est arrivé, il a pris le contrôle du Parti socialiste, il l'a créé, il l'a porté sur les fonds baptismaux en disant moi je vais vers l'union de la gauche. Oui, c'est ça. Il existe la gauche et la droite existait. De toute façon, le vrai sujet, le tabou de Savary, le tabou de la SFIO, de s'allier aux communistes était immense. Excusez-moi, combien y aura-t-il d'électeurs aux élections pour la présidence de LR? Et c'est ça qui est très intéressant. C'est de voir, ils vont se compter, on va savoir combien il y aura de votants. Et là, on va voir si c'est un groupuscule ou si c'est un vrai parti. Il y aura forcément très peu de monde. Alors, il y a un sondage, c'est un gros groupuscule. Un sondage vient de sortir qui dit que la majorité des électeurs des LR souhaitent l'alliance avec Marion Maréchal. 57%. Mais même avec le Rassemblement national. Et pourtant, Christian, personne ne vient à la convention. Est-ce que je peux témoigner mon expérience parisienne parce qu'elle est au cœur du sujet? Serge, on va juste donner la parole à Christian. Christian, personne ne vient à cette convention. Personne de LR ou très peu de gens. Il y a eu des députés quand même, bien sûr. Il y avait des. Ah bon Ah oui, il y a eu un député qui est monté sur scène là, qui a dit justement, un de ceux qui avait déjeuné avec Marion Maréchal. Son nom m'échappe à l'instant, mais il était là. Oui, non, mais moi, la digue est très solide pour l'instant. Elle n'arrive pas à faire prendre la mayonnaise. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je reste persuadé qu'effectivement, ce clivage gauche-droite de rassembler la droite, je pense que c'est dépassé. Donc, vous pensez que la théorie de Marine Le Pen, qui consiste à opposer mondialiste avec nationaliste, oui, en gros, je pense qu'il faut, plus efficace électoralement. Mais c'est ce qu'ils disent aussi. Plus efficace. Oui, c'est ce qu'ils disent aussi, puisque leur fondement, c'est l'immigration. Vous me permettez. Non. Bon, alors vous me permettrez de témoigner de la situation parisienne. Ok, alors vous allez nous le dire, puisque vous. Non, moi je reste persuadé que pour faire une majorité anti-Macron, il faut aller au-delà de la droite et rassembler le maximum de Français qui ne sont pas forcément de droite, peuvent venir de la droite, peuvent venir de partout, parce qu'aujourd'hui, en fait, la majorité du peuple français est confrontée à quoi? Elle est confrontée à une triple insécurité, l'insécurité sociale, l'insécurité identitaire et culturelle. Donc, et derrière cette triple insécurité, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là qu'on bute quand même sur un problème avec la droite qui reste malgré tout attachée. Vous voulez dire la droite LR?
la droite LR, mais celle aussi, qui n'est pas, mais aussi une partie de la droite conservatrice. Deux mots sur Paris, justement, qui est le laboratoire. Je termine juste une seconde, puis après derrière cela, il y a quand même un système économique qui est, alors je sais que ça va faire hurler sans doute, mais qui est le système capitaliste. Et ce système, et donc vous pensez la droite y est quand même. Mais Marion Maréchal y est attaché. Ne s'oppose pas au capitalisme. Ben oui, justement. C'est le problème. Alors elle est. Parce qu'il faut être contre le capitalisme. Mais même les. Ah oui, là, ça va très loin, quoi, maintenant. Même le Parti communiste va de temps en temps à la soupe des grands capitalistes en France. Il y a que Besançon qui s'oppose au capitalisme. Oui, alors je voudrais parler. Écoutez, ils soutiennent le Parti communiste vote pour la Fondation Pinault qui viole le bois de Boulogne. Non, mais le Parti communiste, il y a très longtemps que. Alors, c'est la Fondation Arnaud. C'est la Fondation Arnaud. Oui, Arnaud, pardon. Ils sont du Paris au même. Puis bon, Pinault, c'est la bourse de commerce, ou c'est la même chose, ou c'est Hidalgo qui lui confère, là, à l'un comme à l'autre, des bâtiments parisiens ou des espaces parisiens. Donc, Paris, qu'est-ce qu'on fait? C'est le laboratoire justement de l'Union. Moi, j'appelle ça au départ l'Union des droites, mais c'est évidemment ouvert à tout le monde, à ceux qui veulent ni Hidalgo, ni Griveaux, ni Villani, qui sont les deux espèces de Janus, enfin le Janus de Macron. On peut tout à fait y parvenir. Pourquoi? Parce que ce que vous dites des oppositions, en fait, entre LR et le Rassemblement national, mais ça ne joue que pour les élus, que pour les apparatchiks. Moi, dans cette démarche d'union que je suis en train de construire à Paris, je vois les militants de base aussi bien. J'ai connu les militants de base de LR, je les connais encore, j'ai connu les élus aussi, et je connais les militants de base et les élus du Rassemblement national. Mais les militants de base, ce sont les mêmes. L'union se fera parce qu'à un moment, on arrivera à démontrer que les électeurs en ont marre de cette division. Et donc, comme dirait Macron, c'est bottom-up. Les hommes politiques, de toute façon, ce sont des gens qui suivent l'opinion. Voilà, je suis leur chef, donc je les suis. Et quand ils verront que les électeurs de LR en ont assez de tout ça, eh bien, ils iront dans une démarche d'union. Alors, il y a à côté de ça une fraction, essentiellement parisienne d'ailleurs, ou dans certaines grandes villes, de LR, de l'électorat, qui est pro-Macron parce qu'il a supprimé l'ISF et parce qu'il est jeune, enfin, il a l'air d'être le copain de leurs enfants, c'est un jeune banquier, etc., bien sous tout rapport, le gendre idéal. Mais ça durera pas, vous allez déjà voir au municipal que la République En Marche va se prendre une taloche. Et c'est bien pour ça qu'ils misent le paquet sur Paris, parce ils espèrent avoir une victoire Paris, symbolique. Voilà, pour faire oublier le reste. Et ils sont très inquiets, parce que s'ils n'ont pas Paris, et moi je ferai tout pour qu'ils n'aient pas Paris, d'accord, tout, eh bien, ils ne pourront pas faire oublier le reste. Et quand les gens vont se rendre compte que la mayonnaise macronienne, c'est du bidon, eh bien, à ce moment-là, ça va commencer à reculer. Et moi, je ne sais absolument pas ce que sera 2022, encore moins 2025, encore moins 2027. Et donc, en tout cas, il faut faire l'union par la preuve. Comme l'amour a besoin de preuves d'amour, l'union a besoin de preuves d'union. Voilà, j'espère que le Jean Cocteau de la politique. Je vais laisser la parole et le mot de conclusion tout court. Que justement, Paris soit un peu le contre-exemple de votre philosophie. Je ne préjuge pas. Je sais que c'est un combat difficile. Non, mais je veux dire, Paris est l'exemple d'une ville, et notamment à l'époque de Chirac, qui votait très majoritairement à droite, et qui aujourd'hui vote très majoritairement Macron. Donc on a bien l'impression que aller piocher dans l'idée d'une union des droites, c'est très difficile. J'ai pas le droit de répondre, mais j'ai 15 arguments. On n'a pas le droit de répondre parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous est imparti pour cette section de l'émission. On se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Rebonjour. Alors, dans cette émission de Tête à Clash, il y a un sujet que j'ai voulu aborder, c'est Trump. À travers le prisme de l'impeachment, donc comment dit-on ça, la destitution qui menacerait l'actuel président américain. Et si j'ai voulu mettre ce sujet, c'est que j'ai discuté avec Yves Kersanti, il y a Philippe, pardon. C'est un hybride, là, oui. Christine. Mais c'est peut-être son frère. Pardon Philippe, vraiment, désolé. J'étais dans l'après, voilà. J'ai discuté avec Philippe Kersanti qui m'a déclaré sa flamme, pas moi,
vers Trump. Dommage. Oui, peut-être. Dans tous les cas, c'est Trump qui l'aime, c'est pas moi. Et je voulais... On peut aimer son nounours et son... Serge, vous allez dire des bêtises. Et sa girafe. Donc, oui, c'est ça. Donc, là, je crois que je m'en sortirai pas. Donc, vous m'avez dit que vous estimiez ce président, vous le trouviez novateur. Il semblerait quand même qu'il soit en grande difficulté. Il a une procédure d'impeachment qui commence à se nourrir, basée sur 2 conflits, on va dire, l'Ukraine d'un côté, l'Australie de l'autre. Ça commence à sentir le roussi. Est-ce que vous pensez que si Trump est destitué, finalement c'est une bonne chose parce que c'est un danger public mondial, c'est le thème du sujet, ou est-ce que ce serait vraiment une perte ? Alors, d'abord, mon admiration pour le travail de Trump est rationnelle, c'est en fonction de ce qu'il a jusque-là réussi. D'accord. Beaucoup disent pas grand-chose, hein. À part mettre le souk au Moyen-Orient, si je puis dire. Non, au contraire. Au Moyen-Orient, il a réussi quand même à calmer les choses et à faire en sorte que des alliances soient en train de se faire. Si on regarde très concrètement ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec le processus de destitution, on a vu que pendant 2 ans, les démocrates ont cherché à le faire destituer sur l'histoire de la Russie. Il y a eu déjà plusieurs tentatives. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu 2 ans, ça l'a occupé, ça a occupé les médias américains. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias américains, comme la gauche américaine, comme les démocrates, et les médias sont à 95% démocrates aux États-Unis, n'ont toujours pas accepté la victoire de Trump de 2016. Et donc, ils veulent refaire le match et ils veulent encore une fois déstabiliser Trump et l'occuper dans son année et demie encore qui reste de mandat. Donc, il n'est que se défendre. Il n'est que ça à gérer et passer et déstabiliser son image. Il y a quelque chose aussi de très important. C'est quoi l'histoire qui est en train de se passer avec l'Ukraine ? Et c'est là que ça va beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, la gauche américaine ne supporterait pas non plus que Joe Biden soit président des États-Unis. Donc, ils utilisent le sujet ukrainien qui, en fait, va montrer tout le degré de corruption qu'il y avait à l'époque de Biden et d'Obama. Et donc, on va en parler tous les jours. Et on voit d'ailleurs que Joe Biden est en train de chuter dans les sondages des primaires américaines. Donc, c'est en fait un billard à 2 bandes. Donc, c'est pour faire en sorte de faire monter les candidates de gauche, probablement Elizabeth Warren, qui est vraiment qui serait une candidate catastrophique pour les États-Unis, tant au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. Et donc il y a un jeu à 2 bandes. Donc il faut pas oublier que c'est quand même un jeu à l'intérieur du Parti démocrate pour abaisser Joe Biden. Maintenant, pour ce qui concerne Trump, je ne suis pas un insider pour savoir exactement ce qui s'est passé. Moi, ça me semble... Il est simplement en train il a mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire que à l'époque, la corruption du fils de Joe Biden en Ukraine, à l'époque, Joe Biden est intervenu pour empêcher justement qu'un procureur ukrainien enquête là-dessus et a mis en balance $1 milliard de prêts d'aide américaine à l'Ukraine et contre cela, il a eu la destitution du procureur. Donc ce qui est étonnant, normalement le vrai sujet, ça devrait être qu'est-ce qui s'est passé avec Biden, et donc les démocrates nous font un procès en destitution pour Trump. Alors, on verra. Yves Christen, est-ce qu'on n'a quand même pas affaire à un président qui est extrêmement imprudent ? C'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Je pense que ce qu'on lui reproche sur l'Ukraine me paraît, sur ce plan, je rejoindrai Philippe Karsenty, me paraît assez microscopique. Après tout, s'il y a des malversations qui ont été commises par un Américain en Ukraine, il est légitime de les évoquer. Donc je pense que c'est un peu un prétexte. Maintenant, si Trump est destitué, je crois qu'il faut aussi avoir des idées relativement simples. Par rapport à la France, Trump est un ennemi. C'est-à-dire qu'il nous a taillé des croupières sur l'Iran, etc. Et sur la pollution mondiale, incontestablement, ce qu'il fait n'est pas raisonnable. Donc, de ce point de vue-là, notre intérêt à nous, quelle que soit la sympathie qu'on puisse avoir sur Trump en tant que personne, ou plus vraisemblablement l'antipathie forte que l'on puisse avoir vis-à-vis des adversaires de Trump, car en fait, on n'aime personne dans ce jeu-là, il faut bien le reconnaître. Mais malgré tout, les positions qu'a prises Trump, du point de vue de l'intérêt national, qui est mon centre d'intérêt, sont néfastes. Donc s'il tombe, c'est une bonne chose. Je voudrais juste quand même répondre sur un point, après je vous laisse parler, mais sur l'Iran... Non, mais sur l'Iran, je suis désolé, on a une chance d'avoir Trump qui a cessé cet enrichissement de l'Iran, qui est quand même des gens qui ont tué des soldats français au Drakkar, qui ont posé des bombes en France il y a encore quelques années, qui financent le terrorisme, qui ont encore tenté un attentat terroriste qui a été déjoué il y a 2 ans contre un parti d'opposition. Donc l'Iran est un ennemi de la France. Malheureusement, Macron,
est en train de faire une alliance incroyable avec les Mollahs qui ont vraiment foutu le bazar à la planète depuis 40 ans. Ça, c'est le premier point. Bien. Le deuxième point... Attends, ça devait être très court. Je fais très court. Philippe, ça devait être très court, parce que je sais bien que les autres est un peu là. Et la deuxième chose, Monsieur ne vous inquiétez Carpentier. pas. Si Trump est destitué, vous avez Mike Pence qui est peut-être encore mieux. Bon, Oui, ça m'inquiète, oui. Bon, est-ce que je pourrais intervenir? Alors, Serge. d'abord, je dirais que Serge c'est un phénomène Feder-Bush. planétaire. C'est-à-dire qu'on a une gauche médiatico-politique au niveau mondial, d'accord, qui n'accepte plus que les élections, donnent des résultats qui contreviennent à sa vision de la société. Sachant que Trump a été très mal élu, avec 5 millions de voix de retard. Oui, Macron 10 fois plus C'est le mal. système américain. Bon, c'est le cas, mais une pas un élection, système de ça se majorité. remporte Si vous voulez, parfois on peut en une voix. parler. Bon, Mais bon. ça marche Donc, pas. le Brexit, il y a un vote, un référendum, ils font tout. On a une caste dirigeante qui fait tout pour éviter le Brexit et des médias qui en rajoutent. D'accord ? Salvini, qui oriente quand même l'Italie sur la voie d'un redressement face aux périls migratoires que l'Italie vit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont capables de provoquer par leur pression politique, morale, médiatique et culturelle un renversement incroyable d'alliance pour remettre dans le circuit ces fantoches que sont les Et surtout socialistes pour italiens. éviter les élections. Bon, Alors que voilà. les élections auraient donné une majorité à Salvini. Évidemment, éviter les élections. D'accord ? Ils veulent à tout prix éviter les élections. Et qu'est-ce qu'on a aux États-Unis ? C'est la même chose. Cette espèce de clique mondiale médiatico-politique démocrate de gauche, n'accepte pas qu'il y ait effectivement des pouvoirs, je dirais patriotiques, nationalistes, Serge, et donc s'emploie à les démolir coûte que coûte comprends votre par analyse. des affaires microscopiques. C'est microscopique. Moi, je me souviens que j'étais aux États-Unis. À un moment, donc c'était au début des années 90. Il y avait une double page à l'époque dans le New York Times sur les affaires et les scandales qu'on pouvait reprocher au couple Clinton. On était dans les années 90. Depuis, c'est long comme un jour sans pain. Vous voyez, le nombre de choses qu'on peut reprocher aux Clinton est incommensurablement supérieur. Ils sont plus au pouvoir. Mais Trump est au pouvoir. Mais ça n'a jamais atteint. On n'a jamais voulu impeacher. Ils n'ont jamais voulu impeacher Clinton. Ils ont fait une procédure d'impeachment. Non, mais c'était pour des histoires de fesses et pas du tout pour la corruption financière qui était, mais à la corruption financière, on peut en parler avec l'Iran. Parce que là, c'est des milliards et des milliards. Cela étant, à mon avis, ça ne prospérera pas, surtout qu'ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire que en un an et demi avant les élections, ça ne servira à rien. C'est un élément de la campagne électorale de 2020. Est-ce qu'il y a un élément culturel que vous ne négligez, mais ne négligez pas, messieurs ? On a affaire à un pays qui est un pays puritain. Là, ce dont on commence à accuser Trump, c'est l'utilisation des moyens fédéraux pour un combat personnel. Est-ce qu'il n'y a pas là un point culturel que vous oubliez, c'est-à-dire monter en épingle par les médias, utiliser l'argent de tout le monde à son profit. C'est pas tout à fait la même chose que l'affaire Nixon. Dans le cas de Nixon, c'est une affaire dans laquelle un président lutte contre un autre parti politique au niveau intérieur. Et évidemment, c'est indéfendable, même si tout le monde l'a probablement fait dans le passé. Là, dans le cas différent, on peut considérer que Trump, que j'attaque par ailleurs complètement, défendait l'intérêt national américain en faisant une enquête, en aidant à faire une enquête sur un éventuel problème concernant les citoyens américains. Donc moi, je ne vois pas trop de fautes de Trump. Par contre, la question que je voulais poser à mon ami Serge Feder-Bush, c'est de savoir dans quelle mesure il considère que Trump est un allié de la France ou un ennemi de la France, pour simplifier. Voilà. Donc, ce qui revient à dire, est-ce que c'est bien... Moi, de la France occidentale, l'intérêt national. Mais l'intérêt national, c'est quoi ? Est-ce que Macron défend l'intérêt national quand il s'allie avec l'Iran ? Non, la question m'était posée. Oui, mais moi, je réponds. Je crois que le régime au pouvoir en Iran est un danger, d'accord ? De manière très claire. Je crois que c'est un régime antilibéral, antidémocratique, hostile aux femmes, qui cherche à se doter de l'arme nucléaire. Et je pense que toute politique étrangère française fondée sur une trop grande proximité, un trop grand laxisme vis-à-vis du danger iranien est une mauvaise chose, et donc toute démarche diplomatique qui vise à contenir le péril iranien est une bonne chose. De la même manière, en quoi est-ce que pour moi Trump est un bon exemple pour la France ? Je dirais Trump est un bon exemple pour la France pour la question du mur, vous voyez, contre l'immigration,
à la frontière mexicaine. Il montre que les États occidentaux sont légitimes, fondés et peuvent être efficaces si on les enquiquine pas à mettre en place des politiques qui sont indispensables. Mais bien sûr, il n'a pas il sert énormément. Il est tout petit en regard. Mais ça se construit, ça avance. Il fait des milliers de kilomètres déjà. Il a commencé à être financé par Obama d'ailleurs. Il y en a un qui n'est pas intervenu, Serge. Oui, non, mais je voudrais simplement dire que ça, c'est un point fondamental. Parce qu'on a un vrai péril en Méditerranée. On a un vrai péril en Méditerranée. Et donc, je vais m'arrêter. Et ça, l'exemple, le fait de briser l'espèce de gang du politiquement correct, eh bien, ça, c'est très bien. On doit saluer l'action de Trump de ce point de vue-là. Alors moi je vais vous poser, Christian, je vais vous poser la question que Yves Christian vous a posée. Est-ce que vous pensez que Trump est un opposant à la France, sans parler de Macron, à la France, ce vieux pays? Est-ce que vous pensez que Trump est un de nos alliés ou finalement un de nos ennemis? Je pense que Trump est avant tout un Américain qui défend avant tout les intérêts des États-Unis, qui ne coïncide pas, et ça c'est historique, et c'est encore aujourd'hui vrai, avec les intérêts européens, au sens européen réel du terme. Et donc, il ne coïncide pas non plus avec les intérêts de la France. Voilà, donc Trump, que ce soit Trump ou ses adversaires, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. S'il est destitué, que ce soit Monsieur Biden ou un démocrate, style Madame Clinton, avec Madame Clinton, il est évident que si Madame Clinton avait été élue à la place de Trump, c'eût été une catastrophe également, puisque Madame Clinton, visiblement, nous entraînait avec une guerre quasiment ouverte. Enfin, on ne sait pas ce que là, mais c'est quand même ce qu'elle avait dans la tête, et son équipe surtout. Alors, je vais poser la question de nous entraîner dans une guerre contre la Russie. Hein. Donc, c'était un danger public. Donc, Trump a été de ce point de vue-là un moindre mal, mais Trump reste quand même un adversaire... plus qu'Obama, incontestablement. Il est un adversaire de la France qui collabore avec l'Iran, oui. Par bien de la France qui collabore. La France collaborationniste, il oui, d'accord. Enfin, voilà, comme Roosevelt était un adversaire de la France de Pétain. Oui, d'accord. Exactement. Collaborationniste. La collaboration avec l'Iran. Mais oui, aujourd'hui, l'Hitler de notre génération, c'est l'Iran. L'Allemagne nazie. Mais oui. Ça a été Nasser. Philippe, c'est exagéré. Non, pas du tout. L'Iran est vraiment l'État. Rien ne se fait Iran n'est comparable avec l'Allemagne nazie. L'Iran propose de rayer 6 millions de juifs. C'est exactement ça. Mais non, c'est faux. L'Iran est en train de prendre le contrôle du Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, etc. Donc oui, l'Iran est aujourd'hui le danger mondial. L'Arabie Saoudite ? Non, l'Arabie Saoudite est un problème, mais ça n'est pas autant que l'Iran. Monsieur Karsenty, nous sommes en France. Objectivement, vous croyez que du côté islamique, le péril, c'est Daesh ou que c'est l'Iran? Enfin, c'est assez évident. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Et l'un, c'est le contraire de l'autre. Excusez-moi, Daesh a commis des attentats en France, mais l'Iran a commis de nombreux attentats en France. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, l'Iran était en train de préparer un attentat qui a été déjoué grâce à qui? Savez-vous? Grâce au Mossad qui est intervenu et qui a prévenu le service français. Oui, c'est une réalité. Non, mais je sais que vous avez un problème. C'est certain que le Mossad est un service secret très puissant. Oui, et qui a permis. Renseignez-vous là. J'invite vos téléspectateurs à regarder, taper Mossad, attentat Iran récemment, et vous verrez. Nous ayons des informations sur le réel, sur le Mossad, vous comprenez bien. Non, mais ça a été officialisé. Même si on étudie les journaux, tout ça. Monsieur, ça a été officialisé. Jamais. Non, ça a été. Peut-être si vous avez des amis, mais moi, je ne peux pas. Non, ça a été officialisé. Ça a été même si je fais une enquête scientifique. Monsieur, ça a été officialisé, reconnu des deux côtés, que l'Iran préparait un attentat contre ce qu'ils appellent des opposants. C'est tout. Voilà. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, le danger mondial, si je fais un tour de table rapide, Karsenty. Le danger mondial, c'est l'Iran. Trump doit rester au pouvoir et que finalement, les motifs de l'impeachment sont faibles et non je ne dis pas que les motifs... Je n'ai pas de connaissance constitutionnelle américaine pour dire s'il y a des raisons là-dessus. Mais simplement, je dis une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce que fait Trump par rapport à l'Iran, qui est vraiment le plus grand danger planétaire, est très important. Voilà. D'accord. Ok, allez, on en restera là. J'ai bien compris que je n'allais pas vous réconcilier sur Trump. À mon avis, c'est quand même un feuilleton que l'on va suivre au cours des années qui viennent, puisqu'il y a ces élections qui se préparent et que malgré tout, Trump est en difficulté. Voilà. J'en conclus, je relance pas la chose. On a déjà beaucoup dépassé. Merci. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Tête à Clash avec un nouveau tour de table et des sujets que j'imagine passionnants. En tout cas, j'espère qu'ils vous intéressent. Je vous salue. À bientôt.